rien. Et ça ne signifie rien. Objection Votre Europe, l'émission qui renvoie les idées reçues d'où elles viennent, avec Vincent Couronne. Chaque semaine, on vous propose d'analyser et de déconstruire les préjugés et les idées reçues sur l'Europe. Et comme chaque semaine, nous sommes en compagnie de Tania Rachaud. Bonjour Tania. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Cette émission est réalisée par Lucien Auriol et coordonnée par Camille Bloomberg. Cette émission est préparée avec l'aide de Flavie César, Victor Simon et Eban Valéis. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres sur le site internet des Surligneurs, celui d'Amicus et les plateformes de podcast. L'Europe. Maintenant, il y a un sujet majeur, c'est celui de la transparence. Et aujourd'hui, je commence à m'inquiéter fortement, avec d'ailleurs d'autres collègues au Parlement européen, de tous les groupes politiques, à m'inquiéter de l'absence totale de transparence dans ces négociations. On ne sait pas qui a négocié pour le compte de l'Union européenne. Lorsqu'un nom a été révélé par erreur, il s'agissait en réalité d'un ancien lobbyiste de l'industrie pharmaceutique, ce qui est évidemment aberrant. On ne peut pas consulter les clauses de ces contrats, ni connaître les conditions de la discussion sur les montants, ni non plus savoir quelles sont les décisions qui ont été prises pour exonérer éventuellement les laboratoires pharmaceutiques de toute responsabilité en cas d'effets secondaires qui se découvriraient dans la durée. Là, on va mettre la Commission européenne devant la Cour européenne de justice parce qu'on considère absolument inadmissible qu'il n'y ait pas de transparence sur les contrats qui sont passés par la Commission européenne avec les grands laboratoires. Vous poursuivez la Commission européenne. On poursuit la Commission européenne devant la Cour de justice. Vous savez, il y a des règles européennes très strictes sur la transparence de ce type d'informations et que ça participe d'une défiance vis-à-vis de cette période de vaccination. On voit les négociations sur la Grèce depuis 5 mois. Personne ne sait ce qui se dit dans ces réunions de l'Eurogroupe, c'est-à-dire l'opacité des discussions, l'absence de discussion publique. On voit que c'est cette absence de démocratie dans la gouvernance européenne qui aussi. Il paraît que Varoufakis a fait des enregistrements. Il a enregistré quelques conversations pour servir de trace. Ouais. Il l'a confirmé. Oui, il l'a confirmé, absolument. Ça a été confirmé hier. Mais tout ça, ça devrait être des discussions publiques. Ça devrait être des discussions publiques où au moins on sait les arguments qui sont changés, où on a des votes clairs, où on a là cette absence de transparence est extrêmement nuisible pour arriver à une solution. L'Europe. Vous venez d'entendre dans l'ordre François-Xavier Bellamy, eurodéputé sur CNews le 21 décembre 2020, suivi de Yannick Jadot, député européen lui aussi, mais du parti Les Verts, sur Europe 1 le 7 février 2021. Et enfin, l'économiste Thomas Piketty, invité de Patrick Cohen sur France Inter le 26 mai 2015. Quelle est l'idée reçue du jour, Vincent ? Tania, l'idée reçue aujourd'hui, c'est que l'Union ne serait pas transparente. Derrière des portes closes se jouerait l'avenir du continent sans qu'on puisse savoir qui décide. Et d'où vient cette légende européenne ? Elle vient essentiellement de la classe politique. Étant peu informée de l'actualité politique européenne, il est facile de dire que l'Union n'est pas transparente, puisque, en effet, on ne sait pas vraiment ce qui s'y passe, mais en réalité, elle vient aussi de l'Union elle-même, qui a quand même quelques lacunes dans sa transparence. Et pourquoi cette idée reçue plaît-elle ? Bien parce qu'elle rejoint des thèmes qu'on a déjà beaucoup évoqués dans Objection Votre Europe. Manque de couverture médiatique de la politique européenne, l'idée selon laquelle l'Europe, ce sont des institutions peuplées de technocrates irresponsables, ou encore que l'Europe, c'est compliqué, 3 titres d'épisodes en une phrase. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Tania, c'est plutôt faux, car s'il y a bien quelqu'un qui fait des efforts sur la transparence, c'est bien l'Union. Mais enfin, cette idée reçue ne vient pas non plus de nulle part, et c'est ce que nous allons voir. Mais avant, l'édito d'Objection Votre Europe. L'Europe. Et si on allait voir ce que dit la page Wikipédia de la transparence, puisqu'en 2021, on fête les 20 ans de l'encyclopédie en ligne. Selon Wikipédia, un matériau ou un objet est qualifié de transparent lorsqu'il se laisse traverser par la lumière. Cette propriété dépend de la longueur d'onde de la lumière et de la nature du matériau. Ainsi, le verre est transparent dans le visible, on voit à travers. Et il bloque certains rayons ultraviolets, mais il ne peut pas tous les bloquer. Autrement dit, nous explique Wikipédia, un objet ne peut jamais être totalement transparent. Cela signifierait qu'il n'y aurait en réalité pas d'objet, car tout objet provoque forcément des perturbations de la lumière. Ça, c'est la transparence au sens propre. Mais au sens figuré, est-ce qu'elle a les mêmes propriétés et donc les mêmes limites ?
Autrement dit, si j'exige la transparence en matière politique, à force de polir encore et encore pour mieux voir à travers, est-ce que je ne risque pas finalement de me retrouver sans politique du tout ? La politique ne nécessite-t-elle pas un peu de secret ? Pour un juriste comme moi, la réponse à la question est assez vite trouvée, car si on prend l'exemple de la justice, qui prône sérieusement une transparence totale de la justice. Le secret du délibéré est un principe cardinal du procès équitable et de l'indépendance de la justice. L'anonymisation des décisions de justice, une garantie du respect de la vie privée des personnes concernées. Pour le juriste donc, tout ne peut pas être transparent. Mais peut-être que le monde de la justice est plus proche des logiques de la physique que le monde de la politique, parfois pas très rationnel. L'Europe. Et pour parler de transparence des institutions européennes dans cet épisode d'Objection Votre Europe, on reçoit Hélène Michel, professeure de sciences politiques à l'Université de Strasbourg et à Sciences Po Strasbourg, titulaire de la chaire Jean Monnet, Sociologie politique de la transparence européenne. Elle a dirigé en 2018 un numéro de la revue française d'administration publique et elle va répondre à toutes nos questions aujourd'hui. Donc nous recevons aujourd'hui Hélène Michel, qui est professeure de sciences politiques à l'Université de Strasbourg et à Sciences Po Strasbourg. Elle est aussi titulaire de la chaire Jean Monnet, Sociologie politique de la transparence européenne. Bonjour Hélène. Bonjour Vincent. Ça vous dérange pas qu'on s'appelle par nos prénoms ? Avec plaisir. Bien, Hélène, vous avez dirigé en 2018 un numéro de la revue française d'administration publique consacré à la transparence. La première question que j'ai envie de vous poser, comme spécialiste de cette question-là, c'est de quoi parle-t-on en fait quand on parle de transparence dans l'Union européenne ? Qu'est-ce que ça recouvre exactement ? Alors, quand on parle de transparence, on désigne un ensemble de vertus démocratiques. En effet, c'est très positif. Il s'agit de bons principes, de bon gouvernement. Et il ne faudrait pas croire que cet intérêt pour la transparence est récent dans l'Union européenne. Dès les débuts, c'est une préoccupation constante qui a pris plus ou moins d'ampleur selon les moments. Et surtout, dont la signification a évolué au cours du temps. Au début des années 90, la transparence, c'est d'abord une mise en ordre des procédures. C'est une question de stabilité, de lisibilité des règles de droit qui permettent des décisions claires, objectives, uniformes. Et c'est cette clarté dans le fonctionnement qui est caractéristique de l'état de droit qui donne aux citoyens une protection juridique contre leurs gouvernants. Et ces gouvernants ne peuvent pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire, par exemple, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? Est-ce que vous avez un exemple un peu précis ? Eh bien, on essaye d'organiser les réunions en se disant il faut donner un ordre du jour préalablement, il faut que les documents sur lesquels on va discuter soient fournis aux participants. Et donc, on se pose aussi la question de l'accès à l'information. Est-ce que on va fournir des documents pour que on informe? Alors d'abord les journalistes, parce que dans ces années 90, c'est plutôt par eux que se fait l'information, mais aussi pour tous les citoyens. Donc on se demande, qu'est-ce qu'un document ? Est-ce qu'un draft doit être ou est communicable ? Est-ce qu'un courrier ? Est-ce qu'un courriel plus tard ? Et c'est là où la transparence va s'opposer au secret. Elle va participer du droit de savoir. Ça, c'est très caractéristique des années 90. Et puis dans les années 2000, la situation va changer un peu. D'une part, parce que cette transparence ne va plus concerner seulement les procédures, mais aussi des informations sur le financement, des informations sur les éléments biographiques des décideurs, sur leur trajectoire, qui va décider, qui est là, les conseillers, les experts, les lobbyistes. Et puis d'autre part, parce qu'elle prend une forme particulière, cette transparence, qui devient la publicité, la publicisation de ces informations auxquelles les citoyens doivent avoir accès. C'est-à-dire qu'on a des informations aujourd'hui qui sont accessibles à tous en réalité. C'est-à-dire on peut avoir par exemple accès à, je sais pas moi, le CV d'un lobbyiste ou à l'agenda d'un commissaire européen qui aurait rencontré des lobbyistes éventuellement ? Oui, c'est ça. Il ne s'agit plus simplement de promouvoir le droit de savoir, mais il s'agit de faire savoir. Alors on a la mise en ligne de registres. Vous parliez du registre de transparence où s'inscrivent les représentants d'intérêt. Donc là, on a accès à différentes informations sur l'organisation qui fait du lobbying. On a aussi accès à ces rencontres avec des commissaires, des décideurs ou des responsables administratifs.
Du côté du Parlement aussi, on met en ligne les rendez-vous des parlementaires, on met en ligne des cadeaux qu'ils peuvent recevoir dans le cadre d'échanges diplomatiques. Donc, on a tout un ensemble d'informations qui sont mis comme cela à disposition. Reste à savoir ce que l'on en fait. Effectivement, la question qui peut se poser aussi, c'est de savoir est-ce que dans l'Union européenne, tous sont aussi vertueux. Vous parliez d'une vertu quand on parle de transparence au tout début de cet entretien. Est-ce que il y a une différence de comportement ou de règles qui s'appliquent au Parlement européen, à la Commission européenne ou au Conseil qu'on peut imaginer, parce que le Conseil réunit les représentants des États. Or, les États, ils n'ont peut-être pas envie d'être aussi transparents que le sont la Commission ou le Parlement européen. Est-ce qu'il y a vraiment une différence dans l'approche de la transparence entre ces différentes institutions ? Alors, il y a une différence, bien sûr, en fonction des traditions politiques, des évolutions de chaque pays. On dit traditionnellement que les pays du Nord ont un peu plus d'intérêt pour ces questions de transparence, sont beaucoup moins réticents à publier toutes sortes d'informations, par exemple sur des rémunérations, par exemple sur des documents qui peuvent servir de base de discussion. Donc, on a ces différences et c'est pour ça que, par exemple, au Conseil de l'Union européenne, où on réunit les différents ministres des États membres, on a ces difficultés à faire admettre une transparence pour tout le monde assez uniforme. Et là, le médiateur ou même la médiatrice actuellement européenne, elle est devenue un petit peu une sorte de héros de la transparence, notamment à l'égard du Conseil, en publiant des rapports, des recommandations à l'égard du Conseil pour que les représentants des États au sein du Conseil soient beaucoup plus transparents. Est-ce que c'est le rôle de cette médiatrice, est-ce que ça c'est quelque chose qui a un effet? Est-ce que ça fonctionne sur la transparence? Alors, c'est assez intéressant l'évolution du médiateur parce que c'est vrai qu'au début, cette institution était une administration censée aider les citoyens dans leur interaction avec l'administration européenne et donc les aider à faire valoir leurs droits et le droit d'avoir accès aux documents faisait partie de ces éléments-là. Mais aujourd'hui, la médiatrice s'est vraiment saisie de cette question de la transparence et n'hésite pas à engager des enquêtes d'initiative pour justement dire à telle ou telle organisation, administration, vous devez être plus transparent, vous ne devez pas faire ceci, vous devez faire cela. Par exemple, sur les agences, leur demandant de publier, ou encore pour les décideurs, de dire vous devez répondre aux questions, vous devez communiquer tel ou tel document. Et ça, c'est une manière pour elle de mettre en évidence peut-être des dysfonctionnements et d'attirer l'attention de manière à ce qu'il y ait un changement de comportement ou en tout cas une alerte. Oui, parce que, alors, pour que les auditeurs comprennent bien, en fait, le Conseil, donc qui réunit des représentants des États, donc des ministres, en fait, des gouvernements des États membres, des 27 États membres, il ne fonctionne pas de exactement la même manière que le Parlement européen, qui, lui, est beaucoup plus transparent. C'est-à-dire que le Parlement européen, ses sessions plénières, elles sont diffusées, accessibles en ligne, en direct. Toutes les réunions des commissions du Parlement européen, donc des commissions de travail, les commissions législatives au Parlement européen sont elles aussi diffusées. Tous les documents de travail du Parlement européen sont accessibles, ils sont diffusés dans plusieurs langues. Le Conseil, lui, c'est une sorte de chambre haute de l'Union européenne, une sorte de Sénat un petit peu, qui représente les intérêts des États. Et pour autant, eh bien, à la différence du Sénat français, par exemple, on a très peu accès en fait aux différentes réunions par thème et par domaine de ce Conseil. On a très peu accès aussi aux différents documents, en tout cas aux sessions de travail des réunions plénières du Conseil lui-même. Et donc, est-ce que finalement le travail de la médiatrice, est-ce qu'il a fonctionné? Est-ce que le Conseil c'est un peu plus ouvert? Est-ce qu'il communique aujourd'hui plus? Est-ce qu'il donne plus facilement accès à ces documents, même accès aux journalistes par exemple, qui pourraient avoir accès aux réunions du Conseil?
Alors, il y a eu une évolution très, très importante concernant le Conseil de l'Union européenne. On peut avoir accès aux réunions plénières. Alors, on peut se dire, oui, les réunions des ministres, c'est une chose, mais on n'a pas accès à ce qui précède la réunion des ministres. Oui, bon, c'est toujours l'idée qu'on peut demander plus de transparence, toujours. De même, c'est pas exactement le Conseil, mais c'est une formation restreinte, informelle, comme l'Eurogroupe. Comme c'est une réunion informelle, on n'a pas de document de procès-verbal. On n'a que les conférences de presse et ce que les différents protagonistes s'autorisent à en dire. Donc ça, c'est une réalité, mais qui n'est pas spécifique à l'Union européenne. On pourrait dire la même chose de nos conseils des ministres en France. Et effectivement, ce qui est assez frappant d'ailleurs, c'est de voir que il y a un documentaire qui a été publié sur la chaîne parlementaire en France, donc LCP, et qui sera publié bientôt aussi sur France Télévisions, sur justement les réunions du Conseil européen, dont un journaliste a eu accès à 2 de ces réunions-là au sommet, donc qui réunit les chefs d'État et de gouvernement, là pour le coup, de l'Union européenne. Et le documentaire montre bien que c'est exceptionnel, c'est-à-dire qu'on est derrière des portes qui normalement sont fermées et aux journalistes, aux citoyens, etc. Et donc ces documentaires sont très intéressants parce qu'ils montrent ce qui se passe en fait une fois qu'on a fermé les portes et comment est-ce que les États négocient entre eux. Voilà, donc ça montre bien le caractère exceptionnel encore de la transparence du côté du Conseil et du Conseil européen. On va faire une pause musicale et on va écouter Respire de Gaël Faye. Encore l'insomnie, sonnerie du matin, le corps engourdi, toujours endormi, miroir salle de bain, triste face à face, angoisse du réveil, reflet dans la glace, les années qui passent ternissent le soleil. Ok. Au flash d'infos, les crises, le chômage, la fonte des glaces, les particules fines, courir après l'heure, les rames bondées, les bastons de regard, la vie c'est l'usine, hamster dans sa roue, petit chef grand bourreau. Faire la queue partout, font la gueule partout, la vie c'est robot. T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire. Même si tu te perds, respire. Et si tout empire, espère. T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire. Même si tu te perds, respire. Et si tout empire, espère. Encore fatigué, la cloche du midi, le corps assommé, toujours épuisé, les masques sont mis. Triste face à face, poursuite du bonheur, reflet dans la glace, les années qui passent flétrissent les fleurs. Ok. Les écrans, le bruit, l'argent, les crédits, les phrases assassines, les cons, les cancers, le temps qui s'écoule, le vide qui se fait, le silence épais, la vie c'est la guerre tournée dans le tambour. Amour placebo, faire semblant pour tout, c'est violent partout, la vie c'est Rambo. T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire. Même si tu te perds, respire. Et si tout empire, espère. T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire. Même si tu te perds, respire. Et si tout empire, espère. Vous êtes toujours dans Objection Votre Europe et nous sommes toujours aussi en présence d'Hélène Michel, spécialiste de transparence. Elle est professeure de sciences politiques et titulaire de la chaire Jean Monnet Sociologie politique de la transparence européenne à l'Université de Strasbourg. Alors Hélène Michel, le processus de décision dans l'Union européenne, vous aviez dit au début en première partie de cet épisode, que dans les années 80, il y avait eu une première étape d'ouverture à la transparence qui consistait à rendre plus transparent notamment les procédures, diffuser les ordres du jour, les procès-verbaux des réunions, etc. Mais est-ce que le processus de décision dans l'Union européenne, qui souvent est présenté comme étant assez complexe, même s'il n'est pas tant que ça, c'est surtout qu'il est assez méconnu. Est-ce que malgré tout, ce processus de décision dans l'Union, est-ce qu'il participe à l'exigence de transparence ou au contraire, est-ce qu'il dénote ou est-ce qu'il accentue le manque de transparence dans l'Union européenne ? Alors, c'est une dimension intéressante parce qu'on est là au cœur de l'ambivalence de la transparence. Et même d'un paradoxe, c'est-à-dire que
d'un côté, on a de plus en plus d'éléments qui permettent de documenter et de justifier une décision. On peut suivre tout le cheminement, on peut identifier les différents comités et les personnes qui sont dans ces comités. Mais dans le même temps, cette décision, eh bien, en fait, elle échappe un peu aux discussions politiques. Elle échappe à la discussion partagée. Lorsque vous avez, par exemple, une étude d'impact qui montre, chiffres à l'appui, qu'il faut orienter les financements sur telle ou telle action, la décision est fondée, on peut même l'expliquer, la justifier à partir de cette étude d'impact, mais vous ne savez finalement pas qui a produit cette étude d'impact, sur quels critères, avec quels objectifs, surtout lorsqu'il s'agit de cabinets de consultants extérieurs. Donc là, on a une transparence qui accentue la rationalité procédurale et qui tend à détourner le regard. On regarde moins le contenu que ce qui justifie cette procédure. Oui, ça c'est un problème, ou en tout cas une question que vous pointez assez régulièrement, Hélène Michel, notamment dans la revue d'administration, la revue française d'administration publique, dans ce numéro consacré à la transparence que vous aviez dirigé. C'est sur la question du tout transparent, et est-ce qu'il faut que tout soit forcément transparent? On va y revenir à cette question-là, mais juste avant, je voulais rebondir un petit peu sur la question justement de ce processus de décision dont vous parliez. Est-ce que vous trouvez que on manque de journalistes enquêteurs à Bruxelles ou dans les différentes institutions de l'Union européenne qui seraient en mesure en fait de fouiller un petit peu ces processus de décision, les différentes décisions prises par les différents acteurs, la Commission, les différents députés européens, les différents États, les ministres, etc., qui seraient donc du coup en mesure de publier des articles dans leurs journaux nationaux pour informer le public. Est-ce qu'on manque en fait ici de cette redescente de l'information, de ce traitement de l'information européenne par des journalistes? Oui, tout à fait. Alors, pour différentes raisons, mais sans doute parce qu'ils n'ont pas toujours le temps et que c'est plus facile de reprendre des communiqués de presse. Mais on manque vraiment de journalistes ou même de chercheurs, d'observateurs qui vont pouvoir faire le traitement des données qui sont publiées. Parce que il y a tellement de données qui sont publiées, justement, au nom de cette transparence et du droit de savoir et de faire savoir, qu'on est noyé sous l'information et qu'on ne sait plus tellement où chercher et surtout ce qu'on peut en faire. D'où la nécessité vraiment effectivement d'avoir beaucoup plus de journalistes pour traiter cette masse d'informations. Comme vous disiez tout à l'heure, comme le tout, c'est pas forcément d'être transparent, c'est aussi savoir comment utiliser toutes ces informations qui sont fournies en accès libre en réalité à tout citoyen. Est-ce que du coup il y a une limite à la transparence? Vous disiez tout à l'heure que trop de transparence peut parfois inonder le citoyen de trop de données, peut le détourner du fond parce qu'il ne va regarder que quelques détails ou certains éléments de forme. Est-ce que trop de transparence peut être une stratégie? Je vais essayer de faire l'avocat du diable ou avoir une vision un petit peu pessimiste peut-être de la situation, mais est-ce que être trop transparent pourrait être une stratégie même pour noyer en fait le citoyen d'information, pour éviter justement qu'il s'occupe du fond, ou est-ce qu'au contraire c'est une démarche volontaire et loyale en quelque sorte et de bonne foi? Alors, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y a une stratégie assumée, mais on peut constater que le résultat de cette transparence accrue peut conduire à trop d'éléments dont on ne sait pas nécessairement quoi faire et bien évidemment qui vont masquer certaines informations importantes sous des informations moins importantes. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on a des ONG qui se sont un peu spécialisées dans le traitement des données ouvertes. Alors bien sûr, avec un objectif politique qui est le leur, mais qui fait quand même ce travail d'interprétation de ces informations. Alors, à tort ou à raison. Mais ce travail doit être fait.
Alors c'est vrai que du coup, il y a tout ce paradoxe d'accuser en fait l'Union européenne de ne pas être assez transparente, alors qu'en réalité, depuis plusieurs années, elle fait d'énormes efforts là-dessus. Peut-être que du côté du Conseil, un peu moins, ça évidemment, mais et encore, c'est en train de changer. Il y a ce paradoxe-là de voir qu'elle fait des efforts assez importants pour la transparence et finalement de dire qu'au final, il y a tellement d'informations diffusées qu'on a du mal forcément à toutes les traiter. Et quand on compare avec la transparence en France, par exemple du lobbying, on se rend compte que c'est pas du tout pareil et que même les réformes en France de 2013, de 2016 avec la loi Sapin 2, etc., se sont inspirées du registre européen de transparence, par exemple pour les lobbies. Est-ce que vous avez l'impression qu'en France, est-ce que vous faites le même constat que moi éventuellement, mais que c'est vous la spécialiste, qu'en France, la transparence, notamment pour les lobbies, elle est moindre qu'au niveau européen? Alors, la transparence en France a connu une forme de succès, notamment avec la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui a vraiment mis au centre de son travail la lutte contre les conflits d'intérêts, la publication d'informations sur les représentants d'intérêts. Donc, on a cet accent qui est mis sur la publicisation d'informations. Mais encore une fois, il faut en faire quelque chose. Cette information à disposition, le pari qu'il y a, c'est que les citoyens puissent s'en saisir et puis puissent, comme cela, participer à la vie publique, pourquoi pas interpeller leurs élus ou être conscients des différentes contraintes auxquelles sont soumis les décideurs, qu'ils soient politiques ou auxiliaires de politique. Une dernière question, Hélène. Le rapport entre transparence et démocratie, parce que vous écrivez notamment dans votre dans un des articles donc en 2018 à la Revue française d'administration publique que l'exigence de transparence redéfinit la démocratie. Qu'est-ce que ça signifie? En quoi est-ce que l'exigence de transparence redéfinit la démocratie selon vous? Alors elle la redéfinit de deux manières. D'une part, la transparence, comme je l'ai dit, tend à se focaliser sur la procédure plutôt que sur le contenu. La bonne démocratie est transparente, mais cette transparence ne suffit pas. Et puis d'autre part, la transparence met en avant la surveillance des décideurs au détriment de l'élection et de la discussion collective. Finalement, ça pose la question de savoir qui est légitime. Celui qui est transparent ou celui qui est élu? Le lobbyiste qui dit pour qui il travaille, selon quel montant il est rémunéré pour cela, ou un député qui est élu sur un programme politique et qui va débattre collectivement pour faire partager son point de vue avec d'autres qui ne sont pas nécessairement d'accord avec lui. Merci beaucoup, Hélène Michel. Vous êtes donc professeure de sciences politiques à l'Université de Strasbourg et à Sciences Po Strasbourg. Et vous êtes titulaire de la chaire Jean Monnet, sociologie politique de la transparence européenne notamment, donc une grande spécialiste de ces questions-là. Merci d'avoir répondu à nos questions d'Objection Votre Europe. Et maintenant, c'est l'heure de la chronique de Tania Rachaud. Personne ne peut raisonnablement et sérieusement dire que la France est le pays des droits de l'homme. Alors Tania, et les droits de l'homme, bordel? C'est votre chronique. Aujourd'hui, vous nous parlez de corruption en Albanie, un autre sujet de la transparence. Alors Vincent, je voudrais commencer dans la lignée de cet épisode sur la transparence en étant moi-même transparente. C'est le moment confession. J'avoue Vincent, ça me régale de vous entendre dire bordel à chaque émission juste pour annoncer ma chronique. Et le bonus, c'est que du coup, moi, pas une seule fois, je suis grossière. Merci Tania de me faire porter le chapeau de la grossièreté. Je vous signale que c'est votre titre de chronique. Avec grand plaisir. Bref, revenons à cette chronique sur les droits de l'homme. Évidemment, pour bien protéger ses droits, il faut des juges impartiaux et qui ne se laissent pas corrompre. Pour vérifier l'absence de corruption, la solution, c'est notamment d'obliger à être transparent sur son patrimoine, ce qui permet de vérifier qu'il n'y a pas d'enrichissement inexplicable d'un magistrat. Alors, je vais illustrer tout ça en prenant l'exemple concret d'une affaire qui est passée devant la Cour européenne des droits de l'homme le 9 février 2021. Dans cette décision contre l'Albanie, une magistrate de la Cour constitutionnelle conteste sa révocation
fondée sur des revenus excessifs par rapport à son salaire. Au cœur des éléments discutables de son patrimoine, la propriété d'un appartement de 100 mètres carrés et des comptes bancaires étrangers. L'instance albanaise chargée de vérifier les patrimoines demande des explications et rend une décision de révocation, estimant que la magistrate n'a pas dit la vérité sur l'origine de ses revenus et qu'en plus elle a tardivement mentionné l'appartement dans sa déclaration de patrimoine. Cette magistrate s'en va donc ensuite contester cette décision devant les juges internes, puis, en raison des refus essuyés, tente sa chance auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Elle estime que sa révocation est disproportionnée et que la procédure de contrôle avait été, entre autres, inéquitable, impartiale et contraire à la loi. Comme on peut s'en douter, la Cour européenne des droits de l'homme valide la procédure interne. Elle estime que sa révocation est disproportionnée et que la procédure de contrôle avait été inéquitable, impartiale et contraire à la loi. Mais bon, comme on peut s'en douter, la Cour européenne des droits de l'homme a validé la procédure interne. Ce qui est en plus très intéressant dans cet arrêt, c'est que la Commission européenne est intervenue en déposant des observations au soutien de l'Albanie. Intéressant parce que l'intervention de l'Union européenne devant la Cour européenne des droits de l'homme n'est pas fréquente, voire même rarissime, y compris lorsque ce sont des actes de l'Union qui causent des difficultés dans le cas concret. Ici, l'explication, elle est assez simple. La Commission européenne intervient car l'Albanie est candidate à l'adhésion à l'Union européenne. Et en tant que telle, la Commission européenne rend régulièrement des rapports et des avis sur les éléments à améliorer pour pouvoir entrer dans l'Union européenne. Et parmi ces éléments, bien sûr, la question de la corruption de la justice. Donc, la Commission dépose des observations par lesquelles elle indique en substance soutenir la réforme de la justice en cours en Albanie, dont elle est en fait très probablement à l'origine. D'ailleurs, on peut lire dans un rapport de 2019 de la Commission européenne que des progrès satisfaisants ont été réalisés dans les affaires de corruption de haut niveau. Et parmi ces résultats concrets obtenus, on retrouve le processus de filtrage qui a conduit à la révocation d'un certain nombre de magistrats de haut rang, notamment au niveau de la Cour constitutionnelle. Et donc, la boucle est bouclée. La Commission a très certainement suivi la révocation de cette magistrate, et c'est pour ça qu'elle a agi auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Les instances européennes veillent donc au grain pour lutter contre la corruption et s'assurer d'une justice transparente, avec des magistrats au compte en banque transparents. Merci Tania pour votre transparence. Je suis sûr qu'elle sera récompensée. Merci à tous de nous avoir écoutés. Objection Votre Europe, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous au prochain épisode sur les ondes de radio, sur le site d'Amicus Radio et sur le site des Surligneurs. Toutes les références et les extraits sonores sont à retrouver sur la page de l'émission sur le site d'Amicus Radio. Et pour l'actu, suivez-nous sur nos réseaux sociaux. À bientôt.